Ce qu'on va essayer de comprendre ensemble, c'est pourquoi l'effondrement de la croissance. Alors, quand je dis effondrement de la croissance, regardons un petit peu rapidement ce qui a pu se passer. Ça va être la première photo, sur la période 98-2007, et on pourrait remonter bien avant 98. Quand on regarde les performances de la Martinique, et on a pu déjà l'écrire, je dirais bravo. 3% de croissance, donc cette barre verte ici, ça représente l'évolution moyenne chaque année de notre richesse. La richesse, c'est le produit intérieur brut. Alors, il y a le mot réel qui apparaît dans le titre, là-haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas un produit intérieur brut imaginaire, bien évidemment. Réel, ça veut dire sans les prix, pour pas être victime de l'illusion monétaire. Donc là, c'est vraiment une augmentation de notre richesse. Elle augmente au rythme de 3%, c'est-à-dire, en fait, c'est plus de revenus pour l'ensemble des Martiniquais. Et ensuite, on se posera la question demain, savoir si Michel Branchi l'évoquait dans l'introduction, si ces revenus ont été bien répartis. Mais pour l'instant, regardons simplement la mesure. Et puis, patatras, et c'est pas 2009. Le 2009 a été le grand choc, je reviens pas là-dessus, nous l'avons tous vécu et nous savons tous ce qui s'est passé, mais c'est un petit peu même avant que l'économie commence à ralentir. Et pour la période 2008-2013, moi je ne crois pas à la précision de la virgule, nous n'avons plus de croissance. Alors bien évidemment, et Christophe, tu l'as rappelé, ça repart un petit peu, aujourd'hui c'est 1,4, je dis pas de bêtises, sur 2014, c'est bien, mais on a pu mieux faire. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'essayer de comprendre, dans un premier temps, pourquoi ce plongeon. Et puis, bien évidemment, si on est réunis, c'est pas simplement, je dirais, pour faire des constats, même s'ils sont intéressants. Après, il va falloir savoir comment remonter en croissance, et on verra, j'espère, à l'occasion de nos travaux de cette journée et demie, que c'est un impératif, la croissance. Donc maintenant, essayons de comprendre, ça va être mon objectif en quelques minutes, mais Yves, si je dérape sur le temps, fais-moi accélérer, essayons de comprendre tout ça. Alors, c'est un peu compliqué. Pour des raisons pédagogiques, je vais procéder donc à un diagnostic, et je vais le faire en 3 temps. Dans un premier temps, on va montrer que finalement, mais ça va être un temps provisoire, bien évidemment, dans un premier temps, structurellement, notre économie, mais on pourrait dire la même chose de celle de quasiment l'ensemble de l'outre-mer. Et Fabrice Ricci, d'ailleurs, évoquait cette grand dénominateur commun. Structurellement, nos économies peinent à croître, devraient connaître structurellement une croissance relativement faible. Pourquoi notre croissance, a priori, devrait être faible? Eh bien parce qu'en fait, nous subissons tous des handicaps naturels. Toutes les économies ultramarines, on regroupe tout ceci dans un terme un peu barbare et qu'on a tous du mal un peu à prononcer sans bafouiller, l'ultrapériphéricité. Qu'est-ce que c'est? Je vais aller très vite parce qu'on connaît tous ce phénomène. C'est l'insularité, c'est l'éloignement, et c'est une autre dimension qui intéresse encore plus les macroéconomistes, c'est la taille réduite du territoire économique. Tous ces handicaps naturels vont avoir comme première conséquence une majoration de nos coûts de production. Il est plus coûteux de produire dans des petites îles, dans des petites économies insulaires, que dans des grandes économies. C'est une évidence, je ne vais pas plus loin. Quelque chose que l'on passe un petit peu sous silence, mais à tort, parce que c'est aussi un deuxième phénomène très important lié à l'ultrapériphéricité. Quand on est de petites dimensions, eh bien en fait, on n'a pas des milliers d'entreprises. Or, la théorie économique enseigne, on est dans un lieu où généralement on enseigne la théorie économique enseigne la chose suivante, c'est que plus il y a d'entreprises, plus la compétition fait rage et plus on se bat sur les prix. Si j'augmente mes prix alors que mes compétiteurs ne le font pas, je me fais laminer, c'est très simple, je disparais du marché. Plus l'économie est petite, moins il y a de concurrence. Alors, sans trop jargonner, parce que c'est pas l'objet de ce matin, et Peggy le rappelait, c'était pas un colloque savant, bien évidemment, mais on va parler de concurrence oligopolistique. Oligopolistique, ça veut dire quoi? Tout le monde connaît le monopole, il n'y a qu'une seule entreprise, il y a des cas. Tout le monde connaît le duopole, on est 2 à se partager le marché, et la plupart du temps, en Martinique, mais comme ailleurs, on est à une petite poignée. Et quand on est une petite poignée, la théorie économique dit la chose suivante, pour former les prix, on n'est pas du tout dans un système de concurrence parfaite. Pour former les prix, on va monter les prix jusqu'à la disposition à payer de la clientèle. C'est-à-dire que jusqu'à ce que vous n'ayez plus de clients. Tout ceci va nous amener, ces 2 phénomènes, à des niveaux de prix relativement élevés. On le connaît bien, c'est le thème de la vie chère. La vie chère est, je dirais, consubstantielle, pour reprendre ce terme, des petites économies insulaires. C'est un phénomène que l'on rencontre partout, et elle est d'ailleurs plus chère à Nouméa qu'à Fort-de-France.
Je vais pas éclairer ici parce que je pense que on aura l'occasion, Christophe, demain matin, de revenir sur le niveau des prix. Donc, je vous demande simplement d'admettre, mais on le vit tous dans la vie quotidienne, quand on passe à la caisse d'un supermarché, hein, les prix sont effectivement plus élevés ici dans nos économies. Conséquence, eh bien, quand les prix sont plus élevés, nous avons un réel déficit de compétitivité. Nous sommes pas bons. Hein, nous sommes pas bons quand nous nous comparons au prix des autres dans le reste du monde, et puis on peut forcément regarder le marché américain ou le marché européen. En matière de tourisme, on le sait bien, on fait quelques kilomètres, on va se comparer au prix des autres destinations, on voit qu'on n'est pas très bon. Déficit de compétitivité, ça veut dire quoi? Alors on peut peut-être essayer de regarder, sans trop déborder, peut-être un petit élément qui le montre, un petit indicateur. Si on était très compétitif, normalement, nous pourrions exporter, hein, de quoi couvrir toutes nos importations. Un pays qui est compétitif, c'est un pays qui se spécialise, il ne fabrique pas tout. Regardez, en France métropolitaine, nous avons abandonné la sidérurgie, on ne la fabrique plus. Mais d'un autre côté, nous exportons des Airbus. Mais dans l'ensemble, les exportations couvrent nos importations. Ici, en Martinique, le taux de couverture, donc le taux de couverture, ça va être un ratio, export sur import. Regardez, au lieu d'être sur la barre rouge à 100% là-haut, où naviguent d'ailleurs la plupart des États dans le monde. Nous sommes, et j'ai pris plusieurs photos, 1970, je vous les cite pas tous, jusqu'en 2015, nous sommes au mieux, vous voyez, en 2000, à 30% de couverture. Si on était compétitif, on serait là-haut. Hein. Importer, c'est pas un problème, ça reflète des spécialisations. Mais il faut exporter. Et c'est parce qu'on n'a pas assez d'export. Et on n'a pas assez d'export parce qu'on n'est pas assez compétitif. Et regardez ce qui est intéressant. On arrive en 2015 à un niveau, on est à 19%, précision illusoire, on est à 20%, mais c'est le niveau, sur ce graphique vous le voyez, c'est le niveau que nous avions en 1970. Hein, et Pierre-Yves, à travers tout à l'heure les slides, on voit pas beaucoup de restructuration de l'appareil de production, il faudra qu'on y réfléchisse au cours de cette journée et demie. Sur ce graphique, on les voit pas. On voit pas de gain de compétitivité. Alors, je reviens sur mon schéma, en espérant que le bouton va marcher. Formidable. Voilà. Déficit de compétitivité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? On va décliner. Quand je suis pas très compétitif, ça m'est difficile de proposer des produits sur le marché. Donc, l'offre intérieure, l'offre domestique, va être faible. Et la faiblesse, elle va être symbolisée dans le petit schéma qui va se compléter par ce petit rond rouge, là, vous voyez, avec un signe moins. Donc ça, c'est, quand on va voir du rouge sur les graphiques, c'est pas bon. Notre offre est limitée. Alors on peut le voir ici, parce qu'on n'est pas compétitif, le secteur qu'on va dire exposé à la concurrence internationale s'atrophie. Et c'est logique, nos prix sont pas très bons. Et regardez, pareil, j'ai fait le calcul, je suis revenu, moi j'adore les séries longues, j'adore raconter l'histoire sur 50 ou 60 ans, je reviens en 1970. Le secteur exposé à l'époque, c'est quoi? C'est principalement l'agriculture. On a déjà en 1970, et là je parle sous votre contrôle à tous, on a déjà un secteur industriel en Martinique, mais il n'est pas très développé. En 1970, le secteur exposé, ça contribue à peu près à 1/5 de la richesse. 4/5 déjà sont dans le secteur abrité de la compétition internationale. Et regardez, 20, 14, 20 ans plus tard, et 20 ans plus tard, 7, division par 2. Le secteur exposé à la compétition internationale, ici agriculture et industrie, a fondu de moitié en termes de poids dans le PIB. Il a cru, hein, son chiffre d'affaires a cru, mais en termes de poids dans le PIB, il a bien. Ça c'est quoi? C'est la manifestation d'une difficulté, d'un handicap de compétitivité. Alors, on revient sur notre schéma. Voilà. Et on va revenir très vite sur des sujets qu'on va aborder aussi tout au long de l'après-midi, sur l'impact sur la demande de travail. Quand on produit pas beaucoup, quand on a du mal à produire en raison du handicap de compétitivité, la demande de travail des entreprises est faible. Donc, les revenus sont faibles. Donc, la demande est faible. Par ailleurs, si la demande est faible et que les prix sont élevés, la demande est encore plus faible. Et vous voyez que là, le bloc demande, alors la demande c'est quoi? C'est essentiellement la demande de consommation des ménages, c'est aussi la demande des entreprises, des investissements. Mais vous voyez que cette boîte ici, c'est elle qu'il faut qu'elle gonfle absolument, c'est elle qui va nous donner de la croissance. Là, pour l'instant, elle est prise dans un étau avec 2 sens interdits rouges qui montrent que ça freine.
C'est pas bon, c'est pas bon du tout. Ça, les économistes, nous avons l'habitude de dire, les économies sont victimes, quand on est dans ce petit schéma-là, d'une répression. La demande est réprimée, et on va pas ça une répression financière, mais peu importe les termes techniques, on réprime la demande par les prix. Parce des prix élevés, c'est moins de pouvoir d'achat tous les jours pour pouvoir consommer. Par ailleurs, pourquoi cette demande qui est déjà, vous voyez, prise en étau, va avoir une faible impulsion sur l'offre? Justement parce que comme nous ne sommes pas compétitifs, nous avons des déficits extérieurs. Donc une partie de notre demande, au lieu de s'adresser à la production de nos entreprises, elle va partir sous forme d'importation. Ici, là, j'ai un petit bug. Non, voilà. Enfin, on va boucler ce petit schéma dans le premier diagnostic. En regardant un deuxième déséquilibre, c'est le déséquilibre qu'on connaît bien sur le marché du travail. L'offre de travail, nous allons parler beaucoup de vieillissement, qui est un phénomène qui est devant nous, enfin qui commence déjà, mais qui est surtout devant nous en matière économique. Historiquement, au contraire, nous avons eu un boom démographique. D'ailleurs, ce qui caractérise la Martinique dans l'ensemble national, c'est à la fois historiquement la région la plus jeune et d'ici 2025-2030, la région la plus vieille. Donc, quand nous avons eu, puisque là nous sommes dans le diagnostic de longue période, nous avons eu une forte progression démographique, ce que nous n'avons plus aujourd'hui, certes. Eh bien, si, face à cette forte progression démographique, l'offre de travail de la part des ménages, on ne rencontre pas de demande de travail de la part des entreprises, le marché se solde par un chômage qui est structurel. Alors, voilà, premier élément, j'étais un petit peu long, mais rassurez-vous, on va aller beaucoup plus vite par la suite, on a campé le décor. Si je résume tout ça, c'est que, a priori, nous n'aurions dû, et ça va être quand même bizarre, il va falloir que je m'explique, nous n'aurions dû connaître que des périodes de faible croissance. Or, je vous ai montré, je ne reviens pas là-dessus, il y a 5 minutes ou 10 maintenant, qu'on a connu des périodes à 3% et historiquement même bien plus. Donc ce diagnostic, voilà, il est quand même imparfait. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi nous avons connu 3%. Ça veut dire en fait, il faut compléter le schéma. Et si nous avons connu 3%, c'est qu'il y a une explication majeure, c'est probablement pas la seule. Il faudra qu'on discute de ce diagnostic partagé dans quelques instants avec l'animation de ce débat par Marc. Il faudra qu'on en discute. Mais une des moteurs de notre croissance économique, ce sont les politiques publiques. Ce sont les politiques publiques qui sont apparues à l'écran dans cet énorme soleil vert, si j'ose dire, et ce sont ces politiques publiques qui vont booster notre activité. Alors on va les décliner rapidement, les politiques publiques. Elles ont pris de multiples formes, et elles vont agir sur de multiples cases dans ce schéma. Premier élément de politique publique, le diagnostic sur les handicaps de compétitivité. On le connaît depuis, je dirais, 30, 40, 50 ans. Qu'est-ce qu'ont fait les pouvoirs publics à ce moment-là? Ces pouvoirs ont cherché, à travers des outils, à réduire les handicaps de compétitivité naturelle qui majorent les coûts de production. J'ai pris on reparlera d'elle. J'ai pris simplement 2 exemples. La défiscalisation. C'est un formidable outil qui réduit le coût du capital. Puisqu'arrivé un moment, même le coût du capital peut être nul. Et ça a eu des effets, on y reviendra, mais moi je me souviens très bien des premiers effets de la loi Ponce, pour certains que nous avons vécu, 1986, loi Ponce, et développement, je vois que Philippe Joc acquiesce, on l'a vécu, développement presque instantané du tourisme, avec des succès absolument remarquables, des marinas qui sortent de l'eau, des hôtels 5 étoiles, la Pointe du Bout, qui n'est même plus accessible à pied en saison touristique au mois de février. On a connu tout ça. Mais ça a été aussi vis-à-vis du coût du travail, des réfactions de cotisation. La petite flèche, elle est arrivée un peu vite. Ça a été sur les prix élevés, les TVA réduites. Un TVA à 8,5 contre 20 en métropole. Et puis on continue. La commande publique, le préfet l'évoquait il y a un instant, la commande publique qui joue un rôle majeur, surtout il y a quelques années, comme impulsion pour gonfler la demande. Continuons, mais on va pas aller beaucoup plus, il y a encore de petits éléments de politique publique. Un phénomène qui joue aussi sur la demande, et qui est tellement passé dans notre vie quotidienne que nous l'avons oublié, c'est l'indexation, le coefficient qui majore les traitements de la fonction publique pour services outre-mer, les 40%.
C'est 40% de plus qui sont réinjectés, bien évidemment. La réfaction, c'est-à-dire la réfaction, c'est la diminution de l'IR. Alors là, on jargonne un peu. C'était historiquement la réfaction du tiers sur l'impôt sur les personnes physiques, sur les ménages. Ça a été aussi des éléments de politique sociale, parce que on connaît tous la longue histoire départementalisation, puis après égalité sociale, et l'égalité sociale, ça s'est traduit très concrètement par des masses de revenus qui ont été injectées avec l'alignement des revenus minimum et des prestations sociales. Et puis les politiques publiques face ce gros problème du chômage ont agi en direct avec les emplois publics. Et donc, deuxième élément de diagnostic, vous voyez, qui est tout dans le bandeau, tout en haut, maintenant on comprend que, alors même que nous avons des handicaps structurels lourds, qui sont donc le premier schéma, nous avons pu connaître une croissance forte grâce notamment à l'injection de l'ensemble de ces politiques publiques qui ont agi à ces différents niveaux. Et vous voyez, sans revenir trop longtemps, tout à l'heure dans le graphique précédent, nous avions pas mal de petits ronds rouges avec des sens interdits là. Et regardez maintenant, ça s'est transformé par des ronds verts, par des évolutions positives. Le problème, et c'est le troisième diagnostic, il n'y en aura pas 4, rassurez-vous, le troisième, c'est que tout ceci amène de la croissance, souvenez-vous, au rythme de 3%, sur une période très longue, mais tout ceci va commencer à freiner à partir du moment où le moteur, qu'est la politique publique, va lui-même commencer à décélérer. Et ça pose une question sur laquelle on va travailler ensemble cette journée et demie, c'est finalement quelle est notre capacité partant de ces flux publics, difficile à dire, notre capacité partant de ces flux publics à les capitaliser et à créer notre propre valeur ajoutée. C'est ça la question, en fait, finalement. Bon, pour l'instant, ne traitons pas tout en même temps, restons là-dessus. Dès que les moteurs, au lieu d'être en poussée pour le décollage en permanence qui nous amène à un rythme de croisière de 3%, dès que les moteurs retombent, malheureusement, notre développement endogène, en pâtit, on n'en a pas assez. Et regardez les moteurs, on le voit, vous voyez, à partir de 2009-2010, ça, c'est le premier indicateur. On pourrait les multiplier, mais au risque d'un écœurement, ça n'a aucun intérêt. On va mesurer ici l'emploi, il y a une petite coquille, l'emploi non marchand. L'emploi non marchand, c'est quoi? C'est l'emploi dans la fonction publique, dans les organismes de sécurité sociale, la santé, d'une manière générale, et l'éducation. Vous voyez, on met tout ça, c'est le non marchand. Regardez la progression, j'avais dit, dans le slide tout à l'heure, on disait, on a été alimenté par l'emploi public. Oui, le voilà, le voici. Voilà. Et puis là, regardez, entre 2010 et 2014, 5%. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé en Martinique ce qui se passe partout, je dirais, non pas en Europe, mais singulièrement en métropole. On a tous entendu parler, alors je vais jargonner en utilisant des sigles barbares, mais qui sont bien connus de certains. RGPP, Révision Générale des Politiques Publiques, puis ensuite MAP, modernisation de l'action publique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça se traduit concrètement. On ne renouvelle pas tous les départs à la retraite. Il n'y a pas eu de fonctionnaires licenciés, on le sait bien. On renouvelle pas, on réduit la toile, on réduit les budgets, et voici le deuxième indicateur sur les budgets. Il est de l'autre côté. Alors là, maintenant, on va pas être en nombre d'emplois et en effectifs, on va être en milliards d'euros, on l'échelle, et puis on va aller de 2008 à 2015, puisque c'est la période qui nous intéresse. Et on regarde l'évolution des budgets publics. Alors, la courbe enveloppe, là, je vais essayer de retrouver ma souris en agitant un peu, voilà. La courbe enveloppe, ça nous donne le total. Regardez le total, il est inscrit à la baisse. Il freine, et notre économie freine avec. 13% de baisse entre 2008 et 2015. Et d'où vient la baisse? Maintenant, on va décomposer l'enveloppe, la crête de cette montagne. Vous voyez, maintenant, on était sur un sentier croissant, puis après, on est en train de descendre dans la vallée, là. On va regarder, la montagne, elle est constituée de quoi? Alors, on va avoir les collectivités locales, et jusqu'en 2015, le département d'un côté et la région de l'autre. Elles sont respectivement en rouge pour le département et en bleu pour la région. Et puis, le gros du gros, c'est l'État. C'est la dépense publique. Voilà. Et qu'est-ce qui baisse? Alors, c'est essentiellement la dépense publique État. Et si on fait ensuite la fusion, on a grosso modo le budget à la louche un peu de la collectivité territoriale de Martinique, c'est un peu plus d'1 milliard d'euros actuellement. Voilà. Donc,
Que faut-il faire maintenant? Et c'est la troisième étape, et je vais être très rapide pour ne pas empiéter sur le débat, parce que ça, il va falloir qu'on travaille dessus. On peut attendre, mais on va attendre longtemps. On peut attendre que d'un seul coup, des politiques publiques beaucoup plus volontaristes conduisent à réinjecter de la ressource en Martinique. Honnêtement, je n'y crois pas un seul instant. Je n'y crois pas un seul instant. Nous n'aurons pas d'augmentation des budgets publics et la plupart des interlocuteurs avec lesquels je travaille et que j'interroge en permanence me disent il faut bien effectivement rester dans cette hypothèse-là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement ne pas baisser les bras. On le verra. La décroissance ou la panne de croissance que nous vivons n'est pas du tout une fatalité. Mais absolument pas. Nous ne sommes pas condamnés à naviguer entre 0 et 1%. C'est pas vrai. Nous pouvons faire beaucoup mieux. Mais maintenant, il va falloir, je crois que c'était un symbole d'un grand État socialiste, il va falloir compter que sur nos propres forces. Voilà. Voilà ce que ça veut dire. Compter sur nos propres forces, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir s'attaquer à ce problème-là. C'est celui-là qui nous ronge. C'est ce déficit de compétitivité qui nous tue, qui nous limite tout le reste. C'est lui. Vous voyez, ce qu'il faut, c'est libérer l'offre. Il faut qu'on ait des entreprises en capacité de créer de la richesse. Elles ne le peuvent pas tant qu'il y a un déficit de compétitivité. Que faut-il faire? C'est très simple. On va suivre les flèches dans l'autre sens. Le déficit de compétitivité, il s'explique parce que nous avons des prix trop élevés. Ces prix sont trop élevés parce que nous avons des coûts de production qui sont trop importants. Voilà la première voie d'action. Attaquons-nous aux coûts de production. On va pas les baisser artificiellement avec de la défisque. On va pas les baisser artificiellement avec des réfactions de cotisation. On en aura guère plus. Voire peut-être même moins. La seule solution, on le verra, c'est de réaliser des gains de productivité. Alors la productivité, c'est le mot qui est un peu ambigu, qui est pas forcément bien connu. Alors si je tiens la souris, voilà. La productivité, c'est quoi? C'est ce que l'on peut produire en 1 heure de temps, en une journée ou en une année, avec un même travailleur et des mêmes machines, à stock de capital et de travail donné. Si, bien évidemment, je peux, en 1 heure de temps, prenons la productivité horaire, c'est ce qu'il y a de plus simple à comprendre. Si en 1 heure de temps, avec la même machine et le même gars, je produis plus, mes coûts de production vont baisser. C'est une logique imparable sur laquelle rassurez-vous, même si elle est peut-être difficile pour certains à comprendre, et je le reconnais parce que c'est une notion qui n'est pas évidente, la productivité, et on va y revenir longuement. Mais c'est l'idée que la productivité, je produis plus avec les mêmes facteurs de production, avec les mêmes hommes et les mêmes machines, donc cette production me coûte moins cher. Donc, on va éteindre la petite définition pour y voir plus clair. Voilà, il faut réaliser des gains de productivité. Et c'est ça qui va nous permettre d'agir sur les coûts de production. Mais pas que. Regardez, pourquoi? Parce que dans cette boîte prix élevé, il n'y a pas qu'une flèche qui arrive. Il y en a une autre. Il y a ce problème, et c'est un problème qui fâche. Et c'est le problème de la répartition du gâteau. Et on va l'aborder sans tourner autour du pouf. D'ailleurs, Fabrice Ricci nous invitait à avoir les débats les plus larges possibles. Et on les aura demain matin. Il faut aussi s'attaquer à ça. Il faut aussi regarder de ce côté-là. Il faut aussi mettre en place des véritables contrats de compétitivité. Il faut s'entendre. Et c'est ça la notion de pacte social qu'évoquait aussi Michel Branchier en introduction. Il faut jouer en pack, un peu comme au rugby, sinon on n'y arrivera pas. Il faut qu'on s'entende sur un modèle qui soit à la fois un modèle économique et social. Modèle économique, il faut faire des gains de productivité parce que de toute façon, personnellement, mais je peux me tromper, bien sûr, et on va en débattre dans un instant. Personnellement, je vois pas trop d'autres solutions. La pluie de billets venant de Paris, je n'y crois plus une seule seconde. Donc il faut faire des gains de productivité, mais ça suffira pas. Et on le verra ensemble à travers un petit simulateur dès demain après-midi. Il faut absolument aussi qu'on s'entende sur qu'allons-nous faire de ces gains de productivité. Comment allons-nous nous les répartir? Et on verra, je n'entame pas le débat maintenant, qu'il y a des interrogations. Donc à ce pacte économique, il faut ajouter un pacte social.